Judith de Flandre, une figure historique éminente, a joué un rôle important au Moyen Âge en tant que reine consort du Wessex et comtesse consort de Flandre. Née vers l'an 843, sa vie fut marquée par des alliances politiques, des mariages, des scandales et les défis de se frayer un chemin dans les méandres complexes de la politique européenne du Haut Moyen Âge. Voici son histoire. Judith était l'aînée des enfants du roi Charles le Second de Francie occidentale, ce qui faisait d'elle l'arrière-petite-fille du légendaire Charlemagne, conférant ainsi beaucoup de prestige à sa lignée. Elle aurait grandi dans un domaine somptueux et reçu les meilleurs soins qu'une princesse du début du Moyen Âge pouvait espérer. Cependant, cela avait un prix. En l'an 855, le roi Æthelwulf de Wessex fit un pèlerinage à Rome. Sur le chemin, il fit une halte à la cour du roi Charles et négocia un mariage avec sa fille de 12 ans, Judith. Judith est née à une époque où le pays d'Angleterre n'existait pas encore et où il y avait à la place de nombreux royaumes séparés. Les 4 principaux étaient la Northumbrie, la Mercie, l'Est Anglie et le Wessex. Æthelwulf aurait eu une 50aine d'années à ce moment-là et avait déjà 6 enfants, dont beaucoup étaient déjà adultes. Néanmoins, ces rois vivaient au début de l'ère viking et cherchèrent des alliés afin de protéger leur royaume contre les ravages et les pillages causés par les hommes du Nord. Le roi Æthelwulf reviendrait bientôt de son pèlerinage en l'an 856 et séjournerait de nouveau à la cour du roi Charles. Le roi, âgé d'une 50aine d'années, épouserait la jeune Judith, qui avait environ 13 ans à l'époque, en l'an 856. Le mariage fut un événement somptueux et eut lieu dans le palais royal de Verbéris ou de Oise. De plus, une princesse carolingienne se mariait rarement et elles étaient généralement envoyées dans des couvents afin de passer leur vie au service de Dieu. Il était également extrêmement rare qu'elles épousent des rois étrangers. Cependant, avec les chefs de guerre vikings avides de pouvoir en Grande-Bretagne, il fallait sceller des alliances. Pendant la cérémonie, Judith a mis une magnifique bague de mariage et a également reçu de somptueux cadeaux. Elle a également été couronnée et ointe de mirrée. Æthelwulf appelait également sa nouvelle épouse Judith sa reine après la cérémonie. Cependant, selon les coutumes du Wessex à l'époque, l'épouse d'un roi ne pouvait pas être appelée reine, ni s'asseoir sur le trône à côté de son mari. Mais le fait que Judith devienne la reine du Wessex aurait été une condition posée par Charles à Æthelwulf, lorsqu'il négociait le mariage. Dans les annales de Bertignani, il est écrit « Lorsque l'évêque Imcar a béni le mariage et a posé la couronne sur sa tête, il l'a déclarée reine, ce que ni lui ni son peuple n'avaient eu auparavant selon la coutume. » Après les festivités, Æthelwulf, accompagné de sa nouvelle épouse, retourna au Wessex. Judith, comme beaucoup de princesses franques instruites de son époque, a probablement apporté une touche de sophistication associée à la monarchie carolingienne à la cour du Wessex. Cependant, à leur retour, Æthelwulf se retrouva entouré de traîtres. Son fils aîné survivant, Æthelbald, et l'éaldorman du Somerset, Eanwulf, ont conspiré pour le déposer. Finalement, Æthelwulf divisa le Wessex avec son fils Æthelbald. Il continua à régner jusqu'à sa mort en 858. Judith n'eut pas d'enfant avec Æthelwulf et était maintenant une veuve de 15 ans. Le fils aîné survivant d'Æthelwulf, Æthelbald, lui succéda sur le trône du Wessex et il épousa rapidement sa belle-mère, Judith. En acceptant cette union, Judith cherchait peut-être à échapper au destin traditionnel des veuves, qui consistait souvent à être envoyée dans un couvent. Du point de vue d'Æthelbald, ce mariage présentait des avantages stratégiques en raison de l'appartenance de Judith à la prestigieuse dynastie carolingienne. Cela lui a permis de rehausser son statut, le plaçant au-dessus de ses frères en termes de statut et d'influence. De nombreux chroniqueurs, cependant, considèrent ce mariage comme un scandale, l'un d'eux écrivant « Une fois le roi Æthelwulf mort, Æthelbald, son fils. Contre l'interdiction de Dieu et la dignité chrétienne,
et aussi, contrairement à la pratique de tous les païens, prit la couche nuptiale de son père et épousa Judith, fille de Charles, roi des Francs, s'attirant une grande honte de la part de tous ceux qui en entendirent parler. On ne sait pas grand-chose des détails du mariage entre Judith et Ethelbald. Néanmoins, il devait certainement être l'objet de nombreux regards indiscrets de la part du peuple du Wessex. Pendant cette période, Judith conserverait son titre de reine, mais après seulement 2 ans et demi, Ethelbald mourait. Judith était toujours sans enfant lorsqu'Ethelbald est décédé en l'an 860. La mort d'Ethelbald laissa Judith sans perspective à Wessex. À seulement 17 ans et sans enfant, son avenir au sein du royaume devint incertain. Selon les sources carolingiennes, elle vendit les biens qu'elle avait acquis et retourna auprès de son père, qui l'envoya au monastère de Saint-Lys, où elle devait rester sous sa protection royale. Cependant, l'histoire de Judith n'était pas terminée. Un homme nommé Baudouin allait tomber sur le monastère en l'an 861 et rencontrer la belle jeune princesse qui, bien que jeune et belle, était déjà veuve 2 fois. Baudouin tomba rapidement amoureux de Judith, et vers Noël de l'année 862, Judith s'enfuit du monastère avec son nouvel amour. Le père de Judith, le roi Charles, fut absolument outré en apprenant la nouvelle. Il ordonna immédiatement l'envoi de groupes de recherche pour retrouver sa fille Judith et capturer Baudouin. Cependant, un nouveau problème surgit. Le roi avait appris que le couple s'était marié en secret sans le consentement royal. Le roi Charles les ferait tous les 2 excommunier de l'Église. En somme, ils avaient été bannis de l'Église, ce qui, dans la Francie du IXe siècle, était une affaire grave. Judith n'avait plus de lien avec son père, Charles, ni avec sa famille. Elle ne pouvait retourner dans aucun de ses domaines. Elle avait vendu toutes ses terres au Wessex et avait été excommuniée de l'Église. À court d'options, Judith et son nouveau mari, Baudouin, chercheraient refuge auprès du viking Rorik, un chef de guerre et roi de Frise, qui est une province actuelle des Pays-Bas. Judith devait vraiment être désespérée pour demander l'aide des Vikings. Finalement, cependant, Judith et Baudouin se rendraient à Rome. Elle plaiderait sa cause auprès du pape Nicolas Ier et fut très convaincante dans sa requête. Le pape demanderait à Charles de reconnaître leur mariage comme légitime et d'accueillir le jeune couple, mais le roi Charles était un homme têtu et ne se laissait pas facilement convaincre. Charles finit cependant par changer d'avis, pardonna à sa fille et lui permit à contre-cœur de se marier. Dans l'espoir que Baudouin trouve rapidement la mort, le roi Charles lui offrit des terres au sud de l'Escaut, une région fréquemment pillée par les Vikings. Baudouin se révéla être un véritable guerrier et gagna le surnom de bras de fer. Il rassembla une armée et commença à construire sur ces nouvelles terres acquises. Cette terre allait évoluer pour devenir le comté de Flandre, un domaine extrêmement puissant en France. La demeure de Judith se trouvait désormais en Flandre, et c'était un somptueux château fortifié, avec des ponts-levis et de hautes murailles. Désormais assurée dans son nouveau mariage, elle eut au moins 3 fils avec Baudouin. Cependant, elle mourut vers l'an 870, à l'âge précoce de 26 ans. Elle est connue dans l'histoire sous le nom de Judith de Flandre. Sa vie fut marquée par les défis liés à la gestion des dynamiques familiales et politiques, ainsi qu'aux attentes de la société. Ces mariages n'étaient pas toujours le fruit de ses propres choix, et lorsqu'ils l'étaient, ils ont provoqué le scandale, en particulier ses unions avec Ethelwald et Baudouin. De plus, son comportement était indigne d'une princesse carolingienne, allant du fait d'épouser le fils de son défunt mari à s'échapper d'un couvent et s'enfuir sans le consentement de son père. Judith est principalement retenue dans de nombreuses chroniques et annales pour le scandale qu'elle a provoqué. Cependant, à la fin, elle a laissé un héritage en contribuant à l'établissement du comté de Flandre. Beaucoup d'entre nous connaissent Ethelflaed grâce à la série télévisée The Last Kingdom. Ici, nous la voyons accomplir beaucoup de choses, comme combattre les Danois pour protéger la Mercie.
Qu'il soit clair qu'Ethelflaed, la Dame de Mercie, a bel et bien existé, et de nombreux historiens décrivent Ethelflaed comme une guerrière, reine, qui a joué un rôle essentiel dans les campagnes contre les Danois. Alors, plongeons dans la vie de la Dame guerrière des Merciens et découvrons-en plus sur elle. Tout d'abord, examinons ses origines et sa jeunesse. Ethelflaed était la fille d'Alfred le Grand, roi du Wessex et roi des Anglo-Saxons. Alfred n'aurait cependant pas un règne paisible. Dès qu'il monta sur le trône, il passa plusieurs années à combattre les invasions vikings. Ethelflaed naîtrait au plus fort de l'ère viking en l'an 870. À l'âge de 8 ans, la majeure partie de l'Angleterre serait sous domination viking. Tout le nord avait été conquis, ainsi que l'Est-Anglie, et Alfred avait été chassé de sa propre capitale et était en fuite, se cachant dans les marais du Somerset. Toute l'Angleterre était tombée, et Alfred était le seul homme capable de la reprendre. Assez rapidement, Alfred remporterait une victoire décisive à la bataille d'Eddington et forcerait les Vikings à quitter le Wessex, ce qui aboutirait au baptême de leur chef Guthrum. À un moment donné dans les années 880, Alfred scellerait une alliance stratégique entre les royaumes anglais survivants en mariant Ethelflaed à Ethelred, le seigneur des Merciens. On dit qu'Ethelred était beaucoup plus âgé qu'Ethelflaed et qu'ils n'ont eu qu'un seul enfant ensemble, appelé Elfwine. À cette époque, la domination saxonne se limitait à la moitié ouest de la Mercie, car la Mercie orientale faisait partie du Danelaw viking. Ethelflaed elle-même était à moitié mercienne, sa mère étant Ilswith, une femme noble dont le père était Ethelred Moussel. Un noble mercien est l'Ealdorman des Genii, l'une des nombreuses tribus de Mercie. Ethelflaed et son mari Ethelred accompliraient beaucoup de choses ensemble, comme accorder des privilèges à de nombreuses abbayes et églises. Ethelred passerait également beaucoup de temps dans les années 890 à combattre les Vikings aux côtés du fils d'Alfred et futur roi, Édouard l'Ancien. Cependant, quelque temps après l'an 899, la santé d'Ethelred aurait pu décliner et Ethelflaed serait peut-être devenue la dirigeante effective de la Mercie. Elle remplaçait Ethelred, présidant les tribunaux et signant des traités diplomatiques. Elle a également commencé à se forger une réputation d'efficacité et de justice. Les Merciens se sont vite rendus compte qu'elle était brillante et qu'elle était une leader née, sans tenir compte de son genre, ce qui était rare à l'époque. Son mari mourut en 911 et à sa mort, Ethelflaed devint la Dame des Merciens. Son accession au trône de Mercie a été décrite comme le seul cas d'une femme dirigeant un royaume dans l'histoire anglo-saxonne et comme l'un des événements les plus singuliers de l'histoire du Haut Moyen-Âge. L'Ealdorman de Mercie lui prêta même allégeance. Cependant, très vite, des ennuis avec les Vikings allaient de nouveau se profiler à l'horizon. C'est ici que le rôle incroyable d'Ethelflaed en tant que stratège allait briller. Les colons vikings seraient expulsés d'Irlande et se dirigeraient vers la Mercie. Ethelflaed donnerait des terres aux hommes du Nord en Mercie, mais en réalité, elle les faisait patienter pendant qu'elle préparait ses plans. Elle savait que si elle ne faisait pas la paix avec eux immédiatement, ils attendraient leur heure et attaqueraient. Mais de cette façon, ils pouvaient être surveillés en permanence, leurs provisions et leurs effectifs suivis, ce qui lui donnait des informations précises pour organiser ses défenses ou ses contre-attaques en conséquence. Sa prévoyance s'est avérée juste, car le même groupe de Normands a attaqué Chester en 907, mais n'a pas réussi à franchir les murs de la ville. Ethelflaed savait que d'autres attaques vikings étaient à venir, car les Vikings avaient déjà pris la Mercie auparavant, et elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne veuillent la reprendre. Alors elle a renouvelé les alliances avec de puissants Ealdormen et avec son frère, le roi du Wessex. Ensemble, le frère et la sœur allaient reconquérir les anciens territoires merciens qui se trouvaient dans le Danelaw. Ils allaient lancer une campagne de 5 semaines contre le royaume de Lindsey et reprendre les reliques de Saint Oswald de Northumbrie. En l'an 910, Ethelflaed allait enfin se distinguer au combat, alors que les Vikings cherchaient à se venger. Les rois du Danelaw allaient se rassembler. Il y avait 3 co-dirigeants qui étaient tous rois et frères. Il y avait Eorwils, Halfdan et Inwyr.
Ils transportèrent leur armée par la rivière Séverne directement au cœur des terres de Mercie. Ils pillaient et dévastaient le pays et amassaient beaucoup de richesses. Ils retournaient rapidement sur leurs terres, mais tout cela avait été anticipé par la dame de Mercie, Æthelflæd. Æthelflæd affrontait les 3 rois vikings à Tettenhall avec une armée. Son frère Édouard était également présent avec les forces du Wessex, et ainsi commença la bataille de Tettenhall. Les alliés du Wessex et de la Mercie ont piégé leur ennemi viking et infligé un tel massacre qu'il a été rapporté dans la chronique anglo-saxonne que des milliers de vikings ont été tués. Les 3 rois vikings de la Northumbrie faisaient partie des morts et sont tombés là, sur le champ de bataille. Pour conclure, ce fut un massacre. Il semble qu'ici, Æthelflæd la guerrière soit née. Elle ne s'est jamais remariée après la mort de son mari. Tous étaient captivés par elle, car son ardeur au travail et son intelligence étaient vraiment stupéfiantes. En l'an 917, il y eut d'autres invasions vikings, mais toutes échouèrent. Æthelflæd envoya ses armées capturer Derby, qui était l'un des 5 bourgs du Danelaw, et bientôt, les dominos commencèrent tous à tomber. Sa victoire à Derby est considérée comme l'une de ses plus grandes victoires, car elle a brisé la barrière permettant la reconquête de l'Angleterre. Quelques années plus tôt, cela était considéré comme impossible. À la fin de l'année, les Vikings d'Est-Anglie se sont soumis à Æthelflæd et au début de 918, elle a libéré l'ancienne ville de Leicester, dont l'armée viking s'est également soumise à elle. York était désormais menacée d'être reprise par les Saxons, et les Vikings étaient terrifiés à l'idée de perdre l'un de leurs derniers bastions. Mais York allait promettre sa loyauté à Æthelflæd pour éviter un bain de sang, mais elle mourut tragiquement le 12 juin de l'année 918, à l'âge de 48 ans, avant de pouvoir accepter leur loyauté. Elle est morte quelques mois trop tôt pour voir la conquête finale du Danelaw du Sud par son frère Édouard. Elle fut remplacée en tant que dame des Merciens par sa fille, Ælfwine, mais Édouard la déposa rapidement et prit le contrôle de la Mercie. Ainsi se termine l'histoire de la dame de Mercie. En commençant la conquête du Danelaw et la reconquête de l'Angleterre, elle a jeté les bases du rêve de son père Alfred, une Angleterre unie. Son frère, le roi Édouard, exerçait son influence sur la majeure partie du pays lorsqu'il a intégré la Mercie à son propre royaume, et aussi grâce à la soumission de nombreux bourgs du Danelaw. Æthelflæd a rendu possible la proclamation du fils d'Édouard, le roi Æthelstan, comme premier roi de toute l'Angleterre. Ælfritt fut la première épouse d'un roi anglais à être sacrée reine. Elle est reconnue comme une figure politique extrêmement puissante à la fin du Xe siècle et reste dans l'histoire comme une reine maléfique, ivre de pouvoir qui ourdissait des complots et des intrigues dans l'ombre. Comment la première reine officielle d'Angleterre a-t-elle obtenu ce titre? Voici son histoire. Ælfritt est née seulement 2 décennies après la fondation de l'Angleterre, en l'an 945, et comme toutes les filles du royaume, elle rêvait de devenir reine. Elle était la fille de l'Ealdorman Orgar, qui était un grand propriétaire terrien. Selon les récits de Guillaume de Malmesbury, le principal historien anglais du XIIe siècle, la nouvelle de la beauté exceptionnelle d'Ælfritt, la fille d'Otgar, parvint aux oreilles du roi actuel d'Angleterre, le roi Edgar. À la recherche d'une reine convenable, Edgar envoya Æthelwold, l'Ealdorman d'Est-Anglie, pour évaluer la beauté de la jeune fille et lui ordonna de demander sa main si son apparence correspondait au récit. Constatant que sa beauté était aussi splendide que le disaient les rumeurs, Æthelwold, contrairement à ses instructions, épousa lui-même Ælfritt et rapporta faussement à Edgar qu'elle n'était pas convenable. En apprenant la trahison d'Æthelwold, Edgar élabora un plan de représailles. Il déclara son intention de rendre visite à Ælfritt, ce qui causa une grande inquiétude à Æthelwold. Désespéré de détourner l'intérêt du roi, Æthelwold supplia Ælfritt de se rendre aussi peu attirante que possible pour la visite imminente. Cependant, elle défia sa demande et, selon Guillaume, elle renforça délibérément son charme. Edgar, captivé par sa beauté, aurait tué Æthelwold lors d'une expédition de chasse.
Elfrith pouvait maintenant se remarier. Edgar épousa bientôt Elfrith en l'an 964. Elle aurait eu environ 19 ans à l'époque. Le royaume d'Angleterre était encore relativement jeune avant son unification par le roi Æthelstan en l'an 927. Plusieurs chefs de guerre vikings se couronnaient rois des provinces qu'ils envahissaient. Compte tenu de ces circonstances, le roi Edgar a organisé un second couronnement pour lui-même afin de renforcer sa prétention à être le souverain incontesté de toute l'Angleterre. Lors de cette cérémonie de couronnement, Elfrith fut elle aussi couronnée et ointe, élevant ainsi son statut à un niveau supérieur à celui de toute reine récente. Cependant, Edgar avait déjà 2 enfants, un fils nommé Édouard et une fille nommée Édith. Elfrith et Edgar allaient bientôt avoir leurs propres enfants, Edmond, bien qu'il soit mort jeune, et un second fils nommé Ethelred. Tout au long de son règne en tant que reine, Elfrith avait la responsabilité de superviser les couvents du royaume. Son influence s'étendait au-delà de la cour, car elle s'impliquait activement dans les affaires de diverses abbayes, portant un vif intérêt à leur bien-être. Cela témoigne non seulement de ses compétences administratives, mais souligne également son engagement sincère envers le tissu religieux et social du royaume. Après environ 10 ans de mariage, le roi Edgar mourut en l'an 975. Il laissa derrière lui 2 fils de mères différentes, Édouard et Ethelred. Édouard était presque adulte au moment de la mort de son père, tandis qu'Ethelred n'était qu'un garçon de 10 ans. Elfrith soutiendrait la revendication de son fils au trône. Cependant, elle n'a pas réussi, et Édouard monta sur le trône, mettant fin à son statut de reine. 3 ans après le début du règne d'Édouard, il rendit visite à son jeune frère, Ethelred, au château de Corfe en l'an 978. Selon Guillaume de Malmesbury, Elfrith avait comploté pendant le règne d'Édouard pour le faire tuer, et c'était là son occasion. Elle savait qu'il n'aurait pas beaucoup de gardes autour de lui, puisqu'il rendait visite à sa famille, et elle pouvait venir l'accueillir personnellement avant qu'il n'entre dans le château, par courtoisie envers le roi. Elle lui offrirait de quoi se rafraîchir après son long voyage, mais ce n'était qu'une diversion, et son serviteur poignarderait le roi sans méfiance. Édouard tomba de son cheval et mourut. Le seul véritable choix désormais pour devenir roi d'Angleterre était Ethelred, et ainsi le sang d'Elfrith allait régner sur le pays. Cependant, la nouvelle concernant la façon dont le roi était mort se répandit dans tout le royaume, et il devint une figure légendaire, étant même proclamé saint. Plus tard, des chroniques furent écrites sur sa vie, et elles dépeignent Elfrith comme une sorcière et une meurtrière. Certains récits affirment même qu'elle a tué le roi elle-même. Néanmoins, dans la chronique anglo-saxonne, le meurtrier du roi n'a jamais été nommé. Cela a dû rester un secret parmi la noblesse qui a caché la vérité sur le régicide. Dans l'année qui a suivi la mort de son frère, Ethelred est monté sur le trône en tant que roi confirmé des Anglais. Étant donné la jeunesse d'Ethelred, Elfrith a assumé le rôle de régente, offrant à son fils une direction et une gouvernance stable, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité, ce qui s'est produit vers l'an 984. Par conséquent, Elfrith a été la femme la plus puissante de l'histoire de l'Angleterre à cette époque pendant environ 6 ans. Cette période de régence souligne le rôle central d'Elfrith dans le maintien de la stabilité et de la continuité au sein de la monarchie anglaise durant une phase de transition dans la vie du jeune roi. Après que son fils Ethelred, aujourd'hui connu dans l'histoire sous le nom d'Ethelred l'Indécis, ait assumé ses fonctions de roi, Elfrith est restée une figure importante à la cour, étant responsable des soins de ses petits-enfants. Malgré la dégradation de sa réputation à cause du meurtre imprévu de son beau-fils, Elfrith resta une femme animée de profondes convictions religieuses. Durant son règne, elle a montré un engagement particulier envers la réforme monastique. Selon les récits de Guillaume de Malmesbury, Elfrith est reconnue pour la fondation de plusieurs abbayes. Cela révèle son engagement durable à promouvoir les institutions religieuses et à contribuer à la richesse de la vie monastique durant son règne.
Elle est morte vers l'an 1000. Malheureusement, en raison de l'assassinat d'Edmond et du fait qu'Ælfrith ait été accusée dans de nombreuses sources. On se souvient d'elle comme d'une reine maléfique stéréotypée et d'une mauvaise belle-mère qui, en tant que première reine officielle d'Angleterre, s'est enivrée de pouvoir et a voulu que son propre sang règne sur le trône. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution aide vraiment à rendre toutes ces vidéos possibles. Un remerciement tout particulier à Stéphanie Hasson, Teresa Lux et John Sykes. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de History Profile.